Alors, chers étudiants, chers publics, chers membres de l'IHEST, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis autour de Olivier Parent pour justement, voici donc une membre éminente de l'IHEST qui arrive. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler de science-fiction, analyse prospective de la science-fiction plus précisément. Qu'est-ce que ces termes renferment à travers cette juxtaposition qui finalement peut être étrange pour ceux qui aiment la science-fiction ou peut-être étrange pour ceux qui aiment la prospective. Je trouve que c'est voilà, une occasion pour nous de découvrir un autre monde qui est un monde de croisement, de transversalité. Vous le savez ici, ce séminaire est dédié à ce qui nous lie depuis des années entre l'IHEST et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est aussi l'occasion de mettre en tension une réflexion qui va et qui vient entre la science, les sciences humaines, la science dure, le rapport à justement une forme d'introspection et d'embodiment finalement de sa propre pratique dans un cadre futur, dans une vision future commune. Et donc ce séminaire, dont j'ai eu l'honneur de faire l'ouverture la semaine dernière, en vous invitant donc à réaliser des schémas holistiques. Donc ces schémas holistiques que vous devrez réaliser pendant le séminaire, et ces schémas holistiques que vous devrez me renvoyer le plus vite possible après le séminaire, pour que ça reste encore, je dirais, chaud et donc frais, plus ou moins, parce que nous sommes dans une dynamique prospective, donc nous avons à capter des choses qu'on ne peut pas capter autrement que dans l'amphithéâtre Houry, le mardi de 18h à 20h. Donc, Olivier Parent est donc quelqu'un qui s'investit depuis des années dans une double culture artistique et scientifique. Il a fondé en 2006 futurhebdo.fr, le magazine de société de nos futurs immédiats. Vous l'avez vu, donc sa biographie est largement détaillée dans le programme. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il est quand même auditeur de l'IHEST, promotion Émilie du Châtelet. Et donc, c'est important pour l'histoire aussi et le récit commun que nous mettons en place depuis des années. Il a travaillé avec des partenariats de haut niveau, hein, comme avec le CNES, avec d'autres entités institutionnelles. Et donc c'est cette relation entre la culture populaire et la culture scientifique qui nous amène aujourd'hui à réfléchir différemment sur les capacités, les potentialités de la science-fiction au contact de la science. Donc je le laisse immédiatement intervenir, n'hésitez pas à lui poser des questions, il aime ça. Et je pense que vous aurez aussi l'occasion, à l'issue de cette conférence, de le questionner à nous. À toi, Olivier. Merci Yann, bonsoir à toutes et tous. Merci Yann de l'invitation, je suis ravi d'être là. Merci à l'IHEST de relayer et d'avoir donné mon contact à Yann. Donc l'IHEST est représenté par Olivier et puis Sylvane. Alors, juste pour que les gens comprennent, Sylvane et moi sommes de la même promotion. Et donc il y a 10 ans, nous étions jeunes auditeurs de l'IHEST et Sylvane a été pendant plusieurs années directrice de l'IHEST. Donc je crois qu'il y a la directrice adjointe qui ne devrait pas trop tarder, Lucille, je crois, m'a-t-on dit. En tout cas, effectivement, ce qui nous réunit ce soir, c'est le point de contact qui nous permet d'être ensemble ce soir, c'est l'IHEST. Il y a 10 ans, donc comme je le disais, je finissais mon cycle de l'IHEST et je suis rentré à l'IHEST grâce à Futur Hebdo. Donc Futur Hebdo, c'est quoi? C'est de la vulgarisation de la prospective.
le principe de Futur Hebdo, c'est d'écrire des brèves de presse, 2000 signes. Donc vraiment, il faut aller c'est le rasoir d'Occam, hein, on enlève tout et il ne reste vraiment que l'idée. Et on extrapole des situations de la vie quotidienne dans des avenirs spéculatifs. On en a écrit plus de 500 brèves de presse, donc on a un bon bagage. Et c'est comme ça que j'ai pu postuler et entrer à l'IHEST. Au bout d'un an à l'IHEST, ayant sorti ma petite carte de prospectiviste, je me suis dit, ayant parlé avec mes camarades de promotion, là il y a un truc. Alors, je vais revenir sur ce qu'est la prospective, mais c'est que surtout cette même année, en 2015, j'ai commencé une collaboration avec le Huffington Post d'abord, et après avec le CNES, maintenant assez avec d'autres médias, sur des analyses prospectives de la science-fiction. Donc c'est ce site, il s'appelle Science-Fictiologie, c'est un barbarisme, mais j'aime bien créer des noms au grand désespoir de mon entourage qui me dit que je dilue mes identités, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va dire aujourd'hui, on va faire de la science-fictiologie, c'est-à-dire de l'analyse de la matière première qu'est la culture science-fiction. Vous pouvez aller voir, il y a un site qui s'appelle donc sciencefictiologie.fr et vous verrez, il y a 60 analyses de films qui sont présentées, principalement des films, il y a aussi quelques romans, il y a aussi des jeux vidéo. La référence la plus ancienne, c'est 1972, Silent Running, pour les plus mûrs de notre salle peuvent le connaître. Pour vous, les plus jeunes, ce sont des films d'avant l'an 2000, donc c'est très très loin tout ça. Mais il y a un intérêt et on va en parler. Et donc, pour en venir vite fait à la prospective, qu'est-ce qui me fait vivre? Donc en fait, c'est un accompagnement auprès d'entreprises privées, auprès d'entreprises, d'organisations publiques, de grandes associations comme la Croix-Rouge française, pour essayer un petit peu de déchirer le tissu du réel pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Pour apprendre, si on prend l'analogie du train, apprendre à sortir du train, se mettre sur le quai ou se mettre dans la campagne, regarder passer le train et surtout regarder qu'est-ce qu'il y a au-delà sur les rails. S'apercevoir que quand on est dans le train, vous le savez mieux que personne, quand on est dans un train, on ne voit pas où il va. On sait qu'on doit aller quelque part, mais quels sont les aiguillages par lesquels on va passer, on ne voit rien. Faire de la prospective, c'est apprendre à se sortir du flux des événements et de se poser sur le quai, comme je disais, dans un champ de blé, un champ de marguerite, comme vous voulez, de coquelicots. Faire de la prospective, vulgairement, on pourrait dire, mais est-ce que c'est pas prévoir l'avenir? Alors ça, prévoir l'avenir, c'est la grande quête de l'humanité. Je vous ai mis ici une volée d'oiseaux. Tous, on a déjà vu ces milliers d'oiseaux qui semblent avoir une intuition, une préscience de l'instant qui suit et qui leur permet de créer ces grands mouvements. On le sait maintenant, il n'y a rien de préscience, ce sont que des mathématiques. Mais c'est pas grave. En tout cas, très longtemps, les oracles, les aruspices, les prophètes ont cherché des signes. Ici, je vous ai mis une image qui date du 19e siècle qui illustre la Pythie de Delphes, alors qui était assise sur un trépied au-dessus d'une crevasse d'où venaient des effluves qui venaient des profondeurs de la terre, chargés en soufre. Et la pauvre Pythie était asphyxiée, il ne faut pas se leurrer, mais dans les borborismes, dans la logorée qui en sortait, il y avait les prêtres qui interprétaient. Et donc, elle était censée dire la parole des dieux de l'Olympe et les prêtres interprétaient. On pourrait presque dire que prévoir l'avenir, c'est le plus vieux métier du monde, peut-être même avant celui auquel on pense sous cette phrase. En tout cas, une chose est sûre, c'est jusqu'au 19e siècle, prédire l'avenir a été très marqué par une forme de déterminisme, par le déterminisme. Jusqu'au siècle des sciences, donc ici je vous ai mis, on va dire, le premier donateur des sciences à l'humanité, c'est Isaac Newton, qui nous a donné les premières équations qui permettent de modéliser le réel, les équations de la gravité universelle. Et ce brave homme, comme 2 siècles plus tard Pierre-Simon Laplace, était pétri de déterminisme, à tel point que Newton, après avoir donné à l'humanité cet élan scientifique, il a passé une bonne partie de sa vie, tout en étant
président de l'Académie des sciences de Grande-Bretagne, a passé son temps à essayer de décrypter la Bible, convaincu qu'il y avait des messages cachés, donc il faisait de la cryptographie biblique. Et donc, quand on dit déterminisme, on va prendre la phrase que nous a donnée Pierre-Simon Laplace: nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur, comme la cause de celui qui va suivre. Donc avec les bonnes équations, on sait d'où on vient et on sait où on va. Peut-être, mais pas que. Sinon ce serait beaucoup trop simple. Alors je vous ai, d'habitude à cette slide-là, je vous montre une image, mais j'aurais peut-être dû la laisser finalement en ce haut lieu de connaissances que la Sorbonne. 3 images, il y en a une, c'est la représentation de la gravité universelle, donc une masse qui déforme le tissu, comme imaginez l'espace représenté comme un grand caoutchouc. Il y a une masse au centre et il y a une pierre qui tourne autour, donc c'était la représentation graphique. Et puis il y avait aussi les ondes, les interférences, et il y avait enfin de la fumée. Pourquoi je vous montre ces 3 images? Alors, je pense que vous l'avez en tête. Ces 3 images sont au XIXe siècle, tout début, entre 1905 et 1909, sont la mort du déterminisme. Avec la gravitation universelle qui nous dit que le temps n'est plus absolu, mais il est relatif, puisque si je déforme mon espace-temps, pour aller d'un point à un autre, je vais prendre un trajet plus ou moins long, donc j'ai mon temps qui va être plus ou moins long. La matière est aussi bien particule que ondulatoire. Est-ce que vous avez fait en physique, alors moi je l'ai fait il y a de ça un certain temps, est-ce que vous avez fait en physique l'expérience des interférences avec un faisceau laser? Ça vous dit ou pas? Alors c'est un truc qui est assez génial à faire. Si vous avez un petit beeper laser, il faut le faire. Vous prenez un carton, vous faites 2 bandes parallèles assez proches et vous éclairez avec votre faisceau laser les 2 bandes. Et vous mettez derrière un écran, une feuille, une autre feuille, etc. Et vous verrez qu'il y a des bandes, plusieurs bandes qui vont être plus ou moins fortes. C'est ce qu'on appelle des interférences. C'est en fait la somme et la soustraction des ondes du faisceau laser qui, selon qu'elles passent par telle ou telle fente, et en fonction de l'écart de la fente, vont donner ces vagues. Si on a les matériels suffisants, avec un seul photon, on envoie le photon, il y a des interférences. Par quelle fente passe le photon? On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que les interférences sont là, ondulatoires et corpusculaires. Et le dernier, donc c'est la fumée. J'aurais dû la laisser C'est la fumée, ce sont tous les phénomènes chaotiques. Et c'est Poincaré qui va modéliser cette chose. Les personnes qui ont les cheveux longs savent très bien qu'on ne fait jamais 2 fois la même coiffure. On va la coiffer de la même manière, mais jamais c'est parfait. De même manière que jamais une rivière va avoir les mêmes ondulations. De même, on sait très bien que les nuages, même si on sait que ce sont des nuages, jamais ce sont les mêmes nuages. Ça, ce sont les mathématiques du chaos. Chaos dans le sens de non pas absence d'ordre, mais absence de déterminisme. Je vais y revenir plus tard avec un petit exemple. En tout cas, voilà, 1905-1909, le déterminisme est mort, et il faut savoir que les gens qui nous ont donné tout ça, Einstein, Niels Bohr, Rutherford, Poincaré, ont vos âges. 22, 26 ans. Ils ont révolutionné le monde. Il faut bien prendre conscience de cette révolution, et elle est très importante par rapport à tout ce que je vais vous dire sur la science-fiction et la prospective. En tout cas, j'aimerais juste, là, me concentrer quelques instants encore sur la prospective avec un événement ici majeur. Qu'est-ce qui se passe les 6 et 9 août 1945? Non mais, donc je sais qu'il y en a qui savent. 6 et 9 août 1945. Oui, jeune homme? Très bien. Donc, cet événement est majeur sur le plan historique, est à étudier sur le plan historique aussi, parce que, est-ce qu'il était nécessaire? On s'en fout. Ce qui compte, là, ici, maintenant, c'est qu'il est le résultat de la première démarche de prospective. Dans les années 30, j'ai plus son nom en tête parce que je suis nul pour les noms, il y a un savant italien qui a dit, normalement,
si on rassemble suffisamment de matière fissible et qu'on donne un choc, la radioactivité les réactions de détérioration des atomes vont s'emballer. On est en 1942, le monde est fracassé par la Seconde Guerre mondiale et les Américains savent que les nazis préparent aussi, travaillent sur la bombe nucléaire. Ils rassemblent des chercheurs du monde entier, du monde libre, des Anglais, peut-être des Français, mais surtout du monde anglo-saxon. Ils mettent tout ça dans le désert de Mojave et le projet s'appelle comment ? Projet Manhattan. On a dit à ces braves gens, voilà, la situation du présent, on la connaît, c'est le chaos de la Seconde Guerre mondiale, et on voudrait aller là-bas. Et là-bas, c'est entrer en possession d'une arme qui permettra de faire la bascule. Donc, on a ici, en fait, la première démarche prospective qui a abouti, qui est la démarche très, très opérationnelle. Seconde Guerre mondiale, projet Manhattan, et les Américains ont bien compris qu'il se passait quelque chose. Ça va donner la Rand Corporation, qui est la plus grande agence de prospective du monde, qui est un outil de soft power américain énormissime. Et aussi, ça a donné lieu à la DARPA. Donc la DARPA, c'est l'agence d'innovation de l'armée américaine. La DARPA, vous la connaissez sans la connaître, au moins au travers de Boston Robotics. Vous avez tous vu, j'imagine, les robots de Boston Robotics, que ce soit le chien, l'âne ou le robot Atlas. Tout est parti d'un appel d'offres, d'un appel à un projet de la DARPA disant on veut libérer les soldats américains du pactage. Donc on va avoir un machin qui porte tout le pactage du soldat et qui le suive sans qu'on ait besoin de le contrôler. Et ça a donné tous les robots que l'on connaît. Donc on a ici une prospective anglo-saxonne qui est orientée vers la stratégie, les technologies, la R&D et l'innovation au service de la nation américaine, au service des entreprises américaines. Donc une prospective opérationnelle. Dans le même temps, en 1947, en France, il y a un homme dont vous bénéficiez tous ici des travaux, c'est Gaston Berger, puisqu'il a participé à la refondation de l'université après la Seconde Guerre mondiale, qui est le grand théoricien de la prospective à on va dire, l'école française. Donc Gaston Berger est théoréticien, c'est-à-dire qu'il fait la théorie des théories. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, je veux bien. Et surtout, il a travaillé sur la caractérologie, il a donné des outils que les RH utilisent encore, et donc il a modélisé la prospective à l'école française avec cette notion non plus de prospective tournée vers l'opération industrielle, mais vers le design de la société. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour servir le plus grand nombre? Donc là, on a vraiment deux grandes écoles. Donc une école plutôt anglo-saxonne opérationnelle et une autre école plutôt française, très tournée vers la société. Et il y a une troisième école qui est née il y a une vingtaine d'années, qui est portée par l'UNESCO, qui a été entre autres théorisée par Riel Miller, un prospectiviste canadien qui vit en France. Et alors là, on change complètement de registre. Est-ce que vous comprenez le mot de littératie? Alors, les littératies, ce sont l'ensemble des connaissances qui vont nous permettre de communiquer au travers du livre. Donc il faut savoir lire, reconnaître les lettres, les phonèmes, avoir le vocabulaire, qui va nous permettre d'écrire. Je sais former les lettres, je sais utiliser un crayon, etc., etc. Je sais parler. Voilà. Les littératies sont toutes ces connaissances qui nous permettent l'échange culturel au travers du média livre, au travers du média écriture, du média dessin, etc., etc. Donc les littératies du futur, par extension, quelles sont les compétences que le présent doit acquérir pour rester agile face à l'indétermination de l'avenir. Ça peut être savoir faire son pain, ça peut être savoir réparer sa voiture. Pour un État, on peut se poser la question de la disparition des fils cuivre, donc le téléphone RTC, on est en train de passer en numérique. Sans parler du pire d'une guerre, il suffit qu'un événement stellaire suffisamment fort pour que tout le numérique grille en un instant. C'est une éventualité
Et si on n'a plus que du numérique, eh ben, l'État devient complètement inopérant. Or, en France, actuellement, Orange, l'ancien opérateur public, est en train de démonter systématiquement toutes les lignes RTC. Est-ce que là, il n'y avait pas un facteur de résilience? Est-ce qu'il n'y a pas une littératie du futur dans le maintien de ce genre de choses? Un autre exemple, alors je suis désolé, mais on va en reparler, je vais un petit peu dans le pire. On vous incite à vous débarrasser de vos postes radio FM pour aller vers les postes radio numériques. Le RDS. Dans les voitures, maintenant, on voit, il y a le choix FM ou RDS, et petit à petit, on va voir que les stations FM vont arrêter d'émettre. De la même manière, en cas de problème, comme je disais, un blast stellaire qui arrive sur la Terre, si on n'a plus de radio FM, si on n'a que des radios numériques, ben voilà, il va falloir venir au yaourt et au fil de pêche. Donc voilà ce que sont ces littératies du futur. Pour bien comprendre ce que je vous ai dit, donc on a notre présent, et puis dans un cas, on a notre prospective opérationnelle, où on va chercher plutôt une prospective sociale, donc la prospective anglo-saxonne et l'école française au centre. Et on va essayer de concevoir les produits qui vont nous permettre d'un côté de prendre le pas sur le marché pour construire le futur que l'on souhaite, ou on va déterminer quels sont les éléments à mettre en place maintenant pour construire un futur souhaitable pour le plus grand nombre. Et sachant que plus le temps passe, eh bien plus l'incertitude croît. Plus on regarde loin dans le futur, plus il y a de fortes chances que ce qu'on prédise n'arrive pas, hein, pour faire simple. Les littératies du futur, elles, se situent d'une autre manière. Il s'agit d'abord de laisser venir le flux du temps, accepter que le futur vienne de manière indéterminée, dans l'incertitude. Et par contre, on va essayer de développer, grâce aux littératies du futur, les compétences du présent pour apprendre à faire face à l'indétermination. En 2019, alors je ne sais plus s'il y a eu, parce que Riel est parti à la retraite, mais il m'avait invité à suivre l'ensemble des événements d'un forum global des littératies du futur à l'UNESCO il y a de ça quelques années. Ça avait rassemblé des artistes du monde entier, c'était assez jubilatoire. Ça avait quelque chose de très fort et de très positif. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que quand même je suis venu là ici pour vous parler de science-fiction. Ça on va l'appeler Georges, et Georges il nous dit bah what else? On fait quoi d'autre? On va poser une question. Très bien, je vous en prie. Est-ce que la prospective et la science-fiction ne se réduisent qu'à prédire l'avenir? Bon, déjà, je commence un petit peu à cerner, et slide suivante, est-ce que la science-fiction n'est qu'un divertissement? Est-ce que vous connaissez cette image? Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est un film qui s'appelle Barbarella, hein, avec Jane Fonda, et c'est l'adaptation d'une bande dessinée de Jean-Claude Forest. Barbarella, c'est l'archétype de la science-fiction de divertissement. Point barre. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. Si le film a eu un tout petit peu de succès, c'est pour la plastique de Jane Fonda, d'Ugo Tognazzi, etc. Il y avait aussi un autre acteur qui jouait Pagard, un bel ange, il est là. Un bel ange déchu, donc on joue vraiment sur le divertissement, sur l'appel aux choses les plus appétissantes dans la nature humaine. Et pourtant, si on réduit la science-fiction à ça, il manque quelque chose. Parce que la science-fiction est peut-être un des parcours les plus étonnants au sein de l'histoire de l'art. C'est le petit canard blanc face. Voilà, donc on sait que c'est une oie qui est rejetée par les petits canetons. Et les arts en général ont une attitude assez péjorative, en tout cas pour la France, je vais vous expliquer, à l'égard de la science-fiction. Alors que la science-fiction a la particularité de faire partir de la grande famille des récits imaginaires, avec un des textes les plus anciens qui nous soit parvenu, qui est l'épopée de Gilgamesh. Il faut savoir que on a le texte intégral par un hasard extraordinaire. 1850, sur les ruines de Ninive, l'actuel Mossoul.
des archéologues tombent sur des ruines et tombent sur des tablettes de cunéiforme. Je ne vous fais pas le baratin sur le cunéiforme, mais en tout cas, une chose qui est étonnante, c'est que du temps des Mésopotamiens, les tablettes n'avaient pas de vocation à durer longtemps. Elles servaient, on les séchait le temps d'eux, et puis une fois qu'elles étaient utilisées, on les remouillait, un coup de raclette, et c'était reparti. Là, on a des tablettes qui ont voyagé pendant 4000 ans, 3500 et quelques 3700. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incendie dans le palais où elles étaient entreposées, et qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur a cuit l'argile qui est devenue céramique, et c'est ainsi qu'elles nous sont parvenues. Sinon, il n'y aurait rien eu. Et donc, les cryptographes nous ont rapporté ce texte qui a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est peut-être une forme de proto-mythe, un proto-roman, de proto ce que vous voulez. Et beaucoup de traditions qui vont suivre l'épopée de Gilgamesh vont s'inspirer d'eux. Déjà, on retrouve qu'est-ce que le sens de la vie, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la connaissance, pourquoi vivre. On retrouvera des traces de Gilgamesh dans la Bible, on retrouvera des traces même dans Homère, etc. Et donc, parlant d'Homère, on arrive à une autre grande épopée qui fait partie du Vadémécum de l'Occident. Pareil, c'est pas de la science-fiction, mais pourtant on y est presque. C'est bien un rapport entre les individus humains et des individus qu'on ne comprend pas, qu'on cherche à tromper, qu'on cherche à amadouer. On fait encore un saut de quelques siècles, on arrive aux épopées arthuriennes. Alors là, on n'a pas un sabre laser, on a une épée, Excalibur. Et on commence à sentir quelque chose qui se précise. Dans ces grands récits, il y a des relations entre des individus et d'autres qu'on ne comprend pas, qu'on arrive mal à appréhender. Il y a des artefacts, le Graal, Excalibur. Et puis il y a l'imaginaire de certains auteurs qui vont petit à petit se dégager des grandes mythologies religieuses pour aller vers des choses un peu plus tournées vers les sciences. Là, ici, vous avez une illustration du roman de Cyrano de Bergerac, Le voyage vers la Lune. Donc, il n'est pas question de vaisseau spatial. Là, on voit, c'est une chaise à porteur avec une voile et un ballon de je ne sais quoi, mais en tout cas, il va à la rencontre de peuples qui pourraient y avoir sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y a au-delà d'eux? Sachant qu'à la même époque, en 1600, Campo dei Fiori était brûlé un homme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Giordano Bruno, un ancien, il était encore religieux, même s'il était en rupture avec son ordre. Et donc il a été brûlé, c'est un des derniers en Italie à avoir été mis à mort, parce qu'il a envisagé l'infinité des espaces et des mondes. Avec une théorie simple, si je tire une flèche, elle arrive quelque part, je me rends à l'endroit où est arrivée la flèche, je reprends mon arc, je retire une flèche, et ainsi de suite, et de tir en tir, je peux me balader loin dans l'univers. Ça lui a valu la mort, il a été réhabilité il y a déjà une centaine d'années. On fait encore quelques pas et on arrive à, peut-être, à mon sens, le prototype de ce que va être la science-fiction. Est-ce que ça vous dit cette image? Un homme fait de glaise. Il a un petit nom, il s'appelle le golem. Alors, pourquoi est-ce que c'est presque de la science-fiction? Il faut savoir que le golem, bonsoir mademoiselle, madame, raconte l'histoire d'un rabbin, le rabbin Louis, qui essaie de trouver le moyen de protéger sa communauté des exactions que toutes les communautés juives ont connues au cours des siècles en Europe. Et donc, il crée un être, le golem, un être anthropomorphe fait de glaise, et pour activer le golem, il lui met un parchemin dans la bouche sur lequel il a écrit le tétragramme. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le tétragramme? Ce sont les tétras, les 4 consonnes qui font le nom de Dieu, mais sans voyelle, donc on ne sait pas le prononcer, puisqu'on ne prononce pas le nom de Dieu de peur de réduire sa nature. Il n'y a que le grand prêtre qui avait le droit de le prononcer dans le temple de Jérusalem. Or, comme le temple de Jérusalem n'existe plus, on ne le prononce plus. Et pour activer son être, il écrivait 3 lettres, émet sur le front, qui veut dire en hébreu
vérité, et quand il effaçait la première lettre, ça faisait met, qui veut dire mort. Ah là, c'est intéressant. Donc on a une source d'énergie, le parchemin avec le nom de Dieu écrit dessus, et un système binaire oui-non qui active et désactive la machine. Une machine de terre. Une chose est sûre, c'est que jusqu'à présent, on a toujours fait appel à la magie. Alors ce que je dis n'est pas péjoratif à l'égard de la moindre religion, ça n'est qu'une explication, on va dire, rationnelle de ce qu'on peut, de l'utilisation que l'on peut faire. Ce que je veux dire par là, c'est que la magie, c'est quoi? C'est l'application de l'économie humaine au monde spirituel, si le monde spirituel existe. Si je prononce tel mot, si je fais tel geste, eh bien je dois avoir tel résultat. Comme en économie, si je fais tel truc et tel machin, je dois avoir tel résultat. La magie, c'est exactement ça. C'est donc l'application de l'économie humaine au monde spirituel. Et c'est jusqu'au golem, c'est exactement ça. Les légendes arthuriennes, c'est exactement ça. Le Gilgamesh, c'est exactement ça. En tout cas, à cette époque-là, on est quoi? On est après la Renaissance, on arrive au siècle des Lumières. Il y en a qui ont parfaitement compris l'intérêt de ces récits imaginaires au travers des fables philosophiques. Donc le premier, allez, 1516. Il y a un gros indice là-haut. 1516. Alors, pas 1515 Marignan. 1516, c'est la date de publication de Utopia, la nouvelle de Thomas More. Hein, avec comme étymologie du titre, topos, le bon, ce qui est bon, comme dans Évangile, le bon message, et topos, le lieu, qui va nous donner l'utopie telle que l'on utilise, cette idée vers laquelle on tend, et peut-être qu'on n'atteint jamais. Ici, vous avez Microméga de Voltaire. Donc, les philosophes du siècle des Lumières ont parfaitement compris qu'avec ces récits, ils peuvent faire passer les idées, des idées nouvelles, des idées qui dérangent, des idées qui vont leur valoir de la mise à l'index, voire pire pour certains. En tout cas, on sent bien qu'il y a une puissance assez extraordinaire dans ce roman, dans ce récit imaginaire, quand il est bien structuré. Et on a enfin aux fonds baptismaux de la science-fiction. Nous sommes sur les rives du lac Léman. Nous sommes en 1816. Une jeune femme, une jeune mariée, Marie Shelley, est avec son jeune époux, William Shelley, le poète, et ils sont chez Lord Byron. Et donc là, pris par un jeu, ces messieurs, alors il y a des versions qui sont moins gentilles que d'autres, ces messieurs par taquinerie ou ces messieurs par soutien, vont inciter Marie Shelley à écrire alors qu'elle n'avait jamais écrit. Alors elle est issue d'un milieu plutôt littéraire, et elle va écrire le roman qui est le premier roman de science-fiction. Allez, est-ce qu'il y a une idée? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Voilà, Frankenstein. Alors, et le titre complet, c'est quoi? Quel est le titre complet? Frankenstein ou le Prométhée moderne. Voilà. Sachant que très souvent, on oublie que Frankenstein, c'est lui, c'est le docteur Frankenstein, et que la bête, le monstre, peu importe le nom qu'on lui donne, n'a pas de nom. Donc là, je vous ai mis en face à face les deux protagonistes. Pourquoi c'est de la science-fiction? Pourquoi c'est le premier roman de science-fiction? Et bien parce que là, on a remplacé la magie par les sciences. Je ne vais pas vous spoiler le bouquin, on va dire que ça commence, un jeune docteur plein d'ambition vole dans les cimetières des bouts de corps qu'il assemble dans son laboratoire. Et quand il a réussi à assembler tout son corps, il l'active grâce à la source d'énergie la plus puissante qu'il a à sa disposition à l'époque, qui est 1816. Grosse source d'énergie. Alors, sous quelle forme? Pardon? Parlez plus fort, jeune homme. Alors, c'est la foudre. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais c'est la foudre. Alors,
Et donc, la créature s'active. La tradition littéraire, cinématographique, bande dessinée, comics sont faits du roman, enfin, on fait au travers des adaptations, on fait de la créature un monstre de violence, barbare, etc. Pas du tout. Lisez le bouquin. La créature pose deux questions tout au long du livre. C'est que suis-je, qui suis-je? Que suis-je, moi, qui suis assemblé de pièces éparses, en décomposition un peu, et qui suis-je? Puisque cogito ergo sum. Donc, qui suis-je? En tout cas, qu'est-ce qui fait tout l'intérêt de ce roman? Donc, on a remplacé la magie par les sciences. On a remplacé la magie par la physique et l'électricité. On a remplacé la magie par la biologie et la médecine. Et surtout, le coup de génie de Marie Shelley, c'est d'avoir compris l'impact qu'allait avoir sous peu et commencer à avoir la révolution industrielle et la révolution scientifique dans le monde dans lequel elle vivait. Déjà, elle s'est inspirée des travaux de Volta, le scientifique italien qui nous a donné le volt, tout bêtement, hein, qui, 30 ans avant l'apparition du roman, avait montré que l'influx musculaire était un influx électrique, puisqu'il faisait bouger des cuisses de grenouille qui étaient arrachées du corps de la grenouille en activant les nerfs avec une source électrique. Et c'est ça le coup de génie. Là, on a un truc. C'est ça qu'il faut comprendre dans la science-fiction, c'est l'auteur perçoit, il est comme un paratonnerre, il est comme un sismographe d'événements qui se passent autour de lui. D'autres auteurs vont se saisir de cette perception. Alors, je vais citer plein de noms, je vais en oublier plein, je ne suis pas là pour faire une liste à la Prévert d'auteurs de science-fiction. Allez sur Internet, vous en aurez bien plus que ce que je pourrais en citer. Je vais vous en donner quelques-uns qui sont évidents, mais il y en a bien d'autres. Donc, au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, en plein enthousiasme mécaniste, donc très opérationnel, etc., la vapeur, la électricité, en Europe, les grandes expositions universelles, etc. Là, je vous ai mis 3 auteurs. Donc, on a Jules Verne, qu'on connaît tous, hein, il fait partie comme du vade-mecum de l'humain moderne, du français moderne, avec ici un roman qui est assez intéressant, qui est Une journée d'un journaliste américain en 1889. En tout cas, dans tous ces romans, Verne, il prend bien le monde tel qu'il est, et si on change ça, qu'est-ce qui se passe? Et si on tire vers la Lune un gros boulet, qu'est-ce qui se passe? Et si on avait un sous-marin, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et par-dessus ça, pour nous entraîner, il va rajouter des grandes aventures, mais il faut garder en tête quelle est la trame. Je vous mets ensuite H.G. Wells, donc là je vous ai mis plusieurs œuvres, hein, La machine à voyager dans le temps, L'île du docteur Moreau, La guerre des mondes, John Carter. Normalement, vous devez connaître La guerre des mondes avec la dernière adaptation de Spielberg avec Tom Cruise, pardon. Donc il y a de ça une dizaine d'années. Et à chaque fois, c'est « et si on fait quoi? Et s'il y a des extraterrestres, on fait quoi? Et si sur une île, on se met à mélanger les formes de vie, on fait quoi? » C'est l'île du docteur Moreau. L'île du docteur Moreau est assez extraordinaire, puisqu'il raconte ce que nous sommes en train de vivre dans les laboratoires, les hybridations, les chimères. Est-ce que vous savez ce qu'est une chimère? Au-delà de la mythologie grecque. Oui? C'est un mélange de 2 espèces. Exactement. Donc c'est le mélange, on va mettre dans le patrimoine génétique. Alors, enfin, il y a une définition très large qui est l'hybridation. Mais là, c'est vraiment le mélange génétique. On va rajouter dans le patrimoine génétique d'une espèce des gènes qui viennent d'une autre espèce. Le meilleur exemple, c'est le cochon fluorescent ou le chat fluorescent. Donc on a mis dans l'ovule, dans les gènes d'un chat, les gènes d'une méduse fluorescente, et bien le chat est fluorescent. Mais il y a des chimères qui sont tentées pour
par exemple, faire de l'insuline humaine à partir de cochons. Et l'île du Dr Moreau pose exactement ça, puisque vous ne le lirez jamais, mais on va dire, quoique je le souhaite que vous le lisiez, mais on va arriver à des mélanges humains-animaux. Et sachant qu'il ne faut pas se leurrer, il y a sûrement des tentatives qui sont faites aujourd'hui. Donc, si on laissait arriver à maturité un tel être, il est quoi? Il est encore un animal, ou il n'est plus un être humain, ou il est encore un être humain et plus un animal? C'est exactement les questions que pose H.G. Wells, et pourtant on est 70 ans avant la découverte de l'ADN. Coup de génie. On arrive, oui. Il y a quand même, avant de revenir là, Bien sûr, bien sûr. c'est quand même Robida. Bien sûr, non mais ça, on est d'accord. Qui a une vision qui met en forme le scientisme de la révolution industrielle qui est juste génial. Ça. On est archi d'accord. Oui, comme c'est l'image qui incarne oui. la réunion des trois, Robida était vraiment un visionnaire. Était un visionnaire, exactement. Il a su capter, et j'aime beaucoup, moi, c'est l'enchevêtrement des fils électriques. Je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il avait compris que un des pivots de l'avenir, ce serait bien la communication, l'énergie et la communication. Et Robida s'intéresse à des questions de société. Ah oui, La guerre, bien sûr. le progrès, la relation entre les personnes, là on revient, mais la construction de la société, sa destruction également. Exactement. À travers une esthétique un peu, justement, comme tu l'évoques, une esthétique qui est plutôt romantique. Exactement, ah, tout à fait. On arrive à la fin du 19e siècle, et excuse-moi, j'ai plein de trucs à dire, mais... Et donc là, ici, je vous cite deux auteurs qui sont très très intéressants. Alors, le premier, c'est l'illustration, c'est Howard Philip Lovecraft. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Cthulhu, Yog-Sothoth, les grands anciens? Non? Alors, allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors qu'on sort du scientisme, on sort de la révolution industrielle, eh bien, il y a un gars qui se dit, ouais, non, tout ça, peut-être que ça rime à rien. Et il va écrire des romans entre mythologie et science-fiction. Les grands anciens, ces monstres informes, pour lesquels on n'a pas de mots pour les décrire tellement ils sont terribles, pourraient être aussi bien être soit des dieux, et on a dit souvent que Lovecraft avait créé une mythologie sans le moindre lien avec les mythologies chrétiennes, hébraïques, grecques, égyptiennes, mésopotamiennes, mésoaméricaines, chinoises, aborigènes, africaines, un truc hors sol. Ou alors ce sont simplement des extraterrestres. Les grands anciens peut-être ne sont que des extraterrestres et ils sont tellement puissants que nous sommes pour eux des fourmis. Et donc nous sommes balayés face à la puissance de ces extraterrestres. Ce qu'il y a de génial dans Lovecraft, et c'est tout l'intérêt, et une fois encore, le cinéma et la bande dessinée ont un peu trahi l'esprit de Lovecraft, c'est qu'il y a un moment qui reste essentiel, c'est un témoin qui dit voilà, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, je vous raconte, c'est à vous de savoir si je suis fou ou si c'est réel. Et ça, c'est le plus important. Et le cinéma a un petit peu balayé tout ça. Autre réaction, ce sont les réponses sociales face à la technologie, face au mécanicisme. Avec un roman assez extraordinaire qui s'appelle Le Talent de fer de Jack London. Jack London, on le connaît pour ses romans d'aventure dans le Grand Nord, on le connaît pour ses romans d'aventure maritime, etc. Il a été journaliste, etc. Et là, il a écrit un livre, donc Le Talent de fer, qui raconte, c'est un journaliste du 25e, 26e siècle, on s'en fout, qui raconte, donc le roman est écrit en 1908, une révolution sociale mondiale entre 1913 et 1918. Il sentait qu'il y avait des tensions dans le monde. Et il a, quelque part, la prescience de la Première Guerre mondiale. Et il a la prescience des luttes sociales qui vont égrener qui ont commencé
avec la Révolution française et qui vont prendre des formes de plus en plus violentes et de plus en plus radicales. Donc, ce talent de fer nous permet d'évoquer l'entre-deux-guerres, avec un moment tout à fait particulier, c'est que c'est aux États-Unis que va naître la science-fiction, le terme de science-fiction. Dans les Pulp Fiction. Donc, les Pulp Fiction étaient ces publications à très bas coût, on les appelait Pulp Fiction parce qu'elles étaient faites sur du papier de pulpe de bois, donc de très mauvaise qualité. C'était vendu 20 cents, donc c'était des romans, des publications très très populaires. Et donc, c'est là qu'ont fait leurs armes les futurs grands auteurs de la science-fiction post-Seconde Guerre mondiale. C'est là où ils ont été essayés toutes les idées les plus folles et les plus farfelues. Dans les Pulp Fiction, on avait le droit de tout écrire, de tout dessiner. Et c'est là qu'est né, donc je disais, le mot de science-fiction dans le sens anglo-saxon. Science fiction. À comprendre donc en histoire à base de science. Cette période, elle aussi, pour moi, elle est charnière. Parce qu'il y a trois événements et trois œuvres qui sont très importantes. Donc, le mot de science-fiction naît à la fin des années 30, au moment de la crise, la crise économique des années 30, de 1929. Et autour de cette date, dans le monde, il va y avoir trois œuvres qui vont être clés pour l'avenir de la science-fiction et qui sont très importantes pour comprendre ce qu'est la science-fiction. Ce que j'ai appelé les premières lettres de noblesse de la science-fiction. Il y a d'une part cette œuvre Rossum's Universal Robots de Karel Čapek, qui est une pièce de théâtre. Pareil, allez à la bibliothèque ou chez un bouquiniste, ça se lit en 2 heures, c'est ultra rapide, c'est une pièce de théâtre, et qui raconte l'arrivée à la conscience de machines artificielles. Čapek crée le mot robot à partir du vieux slave rob qui veut dire esclave. Là, on a déjà un indice sur ce qu'est le robot. Il est esclave de la modernité. Est-ce qu'il l'accepte? C'est ce que nous raconte un peu l'histoire. Mais surtout, là, on a un concept fort. Tellement fort que robot est rentré extrêmement vite dans le vocabulaire, et différents auteurs, dont Isaac Asimov, ne vont pas attendre à peine 10 ans pour le vulgariser et l'utiliser, et baser toute une bibliographie autour de ce concept de robot. Concept fort, on garde ça en tête. Ici, je vous présente une image de Métropolis de Fritz Lang. Donc, Fritz Lang, c'est quoi? Son film, c'est l'histoire d'une lutte sociale. Il y a le haut de la pyramide, les classes peu nombreuses et riches, et les masses laborieuses. Alors, ce qui est intéressant, il faut l'avoir en tête, parce qu'il faut bien comprendre pour bien comprendre le film. Le scénario est de Thea von Arbo, qui était la compagne de Fritz Lang à l'époque. Or, Thea, donc on est en 1927, je crois, Thea von Arbo fricote avec les nazis. Et donc elle va instiller, elle va injecter un petit peu de nazisme dans le film. La révolution, la lutte des classes à la mode Marx, c'est on abat les classes. Dans le film, c'est non, chacun reste à sa place, mais chaque classe, les classes élevées doivent être justes avec les classes qui sont inférieures. Mais c'est pas exactement la même chose. Et il y a des gens qui ont reproché à Fritz Lang cette compromission. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est ça. Ça, c'est un des personnages du film, c'est Ève, qui va servir, qui va être utilisée pour noyauter la révolte prolétarienne. Elle vous fait penser à qui? Un des plus célèbres robots de la Terre, quand même, hein, franchement. Ouais. Star Wars, C3PO, exactement. On a souvent reproché à George Lucas d'avoir plagié et d'avoir collecté toutes les inspirations dans d'autres œuvres, entre autres les œuvres arthuriennes. Mais là, on a la preuve. Hein, pour l'apparence de son robot,
Il n'a pas fait mieux que Fritz Lang. Donc, là, en fait, tout l'intérêt ici, et c'est pour ça que je vous montre cette image, c'est que le coup de génie de Fritz Lang, c'est d'avoir mis en scène ça d'une manière extraordinaire. Il propose des vues de métropolis et de mégapoles extraordinaires qui n'existaient pas à cette époque avec des effets de caméra. Enfin, donc, mise en scène. Souvenez-vous, première idée, c'était concept fort. Là, c'est une mise en scène forte, une mise en image, une mise en forme forte. Et troisième événement, on est en 1938, je crois, c'est ça. Et donc là, il y a Orson Welles, l'acteur américain, qui n'a rien à voir avec H.G. Wells, qui va adapter à la radio La Guerre des Mondes. La légende, je dis bien c'est une légende. La légende veut que, à la radio, en 1938, quand les gens ont entendu ce roman radiophonique, ils ont vraiment cru que les États-Unis étaient envahis par les extraterrestres. Je dis bien que c'est une légende, parce que ceux qui y croient ont même insisté à dire qu'il y a même eu des mouvements de foule et des mouvements de panique. On va dire que c'est une légende urbaine. Il y a sûrement eu effectivement des gens qui ont été frappés de là. Mais en tout cas, là, qu'est-ce qu'on a comme troisième idée forte? C'est la mise en scène. C'est la capacité de narration. Avec des bouts de ficelle et des bouts de chewing-gum, des tôles ondulées et des plumes et des brouhahos, ils ont réussi à faire une mise en scène sous le génie narratif d'Orson Welles qui ont emporté les auditeurs. Concept fort, mise en forme forte, narration forte. Trois concepts qui vont nous servir tout au long de notre exploration de la science-fiction. Et avec, suite à la Seconde Guerre mondiale, on rentre dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction avec plein d'auteurs. Là, je vous en ai mis trois. Arthur Clarke, là-haut. Asimov ici et Frank Herbert là. Et j'aurais pu très bien mettre aussi Philippe K. Dick, Silverberg, Heinlein, whatever. Enfin, il y en a des brouettes et des brouettes. Enfin, non. Les géants de la période d'or, bon, ils sont une quinzaine à peu près, et c'est ça qu'il y a de génial. Et là, donc, ils ont fait leurs armes pour la plupart dans les Pulp Fiction, ils vont nous apporter des romans les plus étonnants qu'ils soient. Ici, Asimov, donc vous devez connaître la série Fondation sur Apple Play, bon, qui est une trahison absolue des romans de Fondation. Donc je vous invite à lire les romans de Fondation, vous verrez. On est dans une narration qui est une narration historique de l'avenir. Il y a un moment que je trouve génial, il y a des prêtres qui s'occupent des centrales nucléaires. Parce que dans ce monde qui s'est figé dans un conservatisme absolu, alors que l'humanité est à l'échelle de la galaxie, eh bien, les sciences fondamentales sont un petit peu en déshérence. Et donc, la maîtrise des centrales nucléaires se transmet de père en fils, et donc il y a un clergé qui s'est créé. Je trouve ça génial. Ici, Frank Herbert, vous devez connaître Dune, adapté par Denis Villeneuve. Voilà. Et puis là-haut, Arthur C. Clarke qui nous a donné 2001, l'Odyssée de l'espace, roman qui a été écrit en même temps que le scénario a été écrit. C'est très intéressant, c'est une des rares fois que c'est arrivé. Pendant que le scénario et le film se réalisaient par Kubrick, il écrivait son roman. Et comme il y avait des dissensions entre l'auteur et le réalisateur, le roman n'est pas exactement fidèle au film. Et pourtant, en France, la science-fiction, ça ne marche pas du tout. C'est très mal perçu. C'est très très mal perçu. C'est mal écrit, c'est mal imprimé. Et puis surtout, il y a un problème de linguistique. Souvenez-vous, je vous ai parlé du mot science-fiction en le prononçant à l'anglo-saxonne, science fiction, en rappelant le sens. Fiction, des récits de science. Il ne faut pas oublier qu'en anglais, le déterminant précède le substantif. Le problème, c'est que quand le mot est arrivé en France, on l'a compris à la française, science-fiction. Donc des sciences fictionnelles. Manque de mots, c'est pas ça. Et c'est une des raisons qui ont fait que longtemps la science-fiction a mal été perçue. Elle a été mal perçue aussi parce que les productions étant principalement anglo-saxonnes, il fallait les traduire et les pauvres traducteurs étaient payés au mot. Donc ils écrivaient et ils ne se relisaient pas. Et à cette époque, il n'y avait pas de traitement de texte, c'était à la machine à écrire et au carbone.
Donc s'il y avait une faute de frappe, bah, plutôt que de refaire tout le feuillet, parfois on laissait passer. Peut-être qu'il y avait aussi une forme d'orgueil du côté français et européen. Attendez, la science-fiction, les romans imaginaires modernes sont nés dans le vieux continent, on va se laisser polluer par... Mais suite à la Seconde Guerre mondiale, en France, il va falloir un demi-siècle pour que la science-fiction reprenne sa place en tant qu'expression artistique à part entière. Une expression artistique qui va prendre plein de formes. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a encore plein d'autres, inspirées de cette science-fiction. Les récits de Art Science, comme je vous ai dit, on a les space opéra, on a comme exemple 2001 l'Odyssée de l'espace, l'Heroic Fantasy avec Le Seigneur des Anneaux, qui est écrit pareil juste après la Seconde Guerre mondiale. Le space opéra 2001, l'Odyssée de l'espace, les dystopies, alors là j'en passe, c'est des meilleurs, c'est peut-être les dystopies font les choux gras de la science-fiction. Les voyages dans le temps, alors on va y venir, parce que c'est très intéressant, même s'il y a physiquement peut-être peu de chances que ça marche, en tout cas intellectuellement c'est très intéressant. Les récits politiques et écologiques et une anticipation au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire je prends des éléments de base et je tire vers l'avenir. Cette science-fiction, elle a d'abord été, comme je l'ai dit, plutôt européenne, elle est devenue américaine, maintenant le monde entier s'en est saisi. Le Japon, très rapidement, et on a une œuvre qui est assez frappante, qui est Akira. Je vous invite à la découvrir. C'est à la fois des mangas et un film d'animation qui est extraordinaire. L'Argentine avec L'Éternaute, qui était une œuvre de lutte contre la dictature des colonels, donc dans les années 60. Lynn Van Camp, on va le connaître avec des films comme Disney, etc. Mais il y a des auteurs maintenant qui sont comme Rich Larson, il y en a plein d'autres. L'Afrique est en train de s'emparer de la science-fiction, c'est un moyen pour elle de se réapproprier son destin avec une science-fiction qui est vraiment africaine, avec le mélange entre le religieux, le traditionnel et les sciences. Donc ça fait des mélanges assez explosifs et une créativité folle. Et la Chine, avec comme représentation le plus connue, Liu Cixin et le problème à 3 corps, qui est un parfait exemple de Art Science, et The Wandering Earth, qui a été adapté sur Netflix, un film à très grand spectacle. C'est un genre littéraire qui doit sûrement aussi travailler sur sa parité. Vous aurez remarqué que j'ai parlé de beaucoup d'auteurs masculins. Il y a des auteurs refs, donc il y a des auteurs au féminin. Alors, vous devez peut-être connaître, alors pareil, je ne vais pas faire une liste, mais Ursula Le Guin, Caroline Cherry, Margaret Atwood, qui nous a donné, on va en parler, une œuvre assez étonnante. Anne McCaffrey, et peut-être dans votre génération, il y a deux auteurs qui m'ont frappé. D'une part, c'est Becky Chambers, une jeune femme d'une trentaine d'années américaine, qui a écrit un space opéra qui s'appelle L'espace d'un an, qui a eu le prix Hugo, je crois. Donc une grande épopée, et qui surtout nous a donné 2 petits romans. L'un s'appelle Apprendre aussi par bonheur, qui raconte une conquête de l'espace, mais d'une originalité folle, et vraiment folle. Il faut le lire, c'est à la fois magnifique et terrible, et une fable magnifique sur les relations humain-machine qui s'appelle Le psaume pour les recyclés sauvages. Et la deuxième qui est française, alors, double bingo, Florian Soulas avec Les oubliés de Lama, qui est une œuvre qui se passe autour de Jupiter. En tout cas, une chose est sûre, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, c'est que les œuvres de science-fiction manifestent bien les fantasmes d'une époque. Donc, je vous ai mis ici un extrait de l'affiche de Mars Attack, encore une preuve que je suis nul pour les noms, Edward Scissorhands, ça va me revenir. Et en fait, on a ici la manifestation, avec tout le talent du réalisateur, où il a repris tous les codes d'une science-fiction qui, après la Seconde Guerre mondiale, est terrorisée par différentes choses. D'une part, par la guerre nucléaire, avec
des films avec des araignées géantes, des trucs géants, machin, choses, etc., qui va nous donner le plus célèbre des monstres post-apocalyptico-nucléaires. Est-ce que vous connaissez? Godzilla. Voilà. Donc Godzilla est un monstre né de la guerre nucléaire. Et ici, vous avez David Vincent, la série Les Envahisseurs. Je suis désolé, c'est de l'archéologie que je fais. Donc, dans les années 70, une série 60-70 qui, elle, relatait la peur des Américains pour le communisme. Elle était tournée en noir et blanc, et le seul effet de couleur, c'est quand les méchants, les extraterrestres mouraient, il y avait un halo rouge. Comme ça, tout est dit. En tout cas, la science-fiction, elle est parfois convoquée à tort ou à travers, ça je ne sais pas. En tout cas, elle fait réagir en fonction de certains contextes. Nous sommes en 2000, je ne sais pas combien, de la première élection de Donald Trump, 2017, je crois, je ne sais pas. 16, voilà. Et pour ceux qui... Vous ne vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. Il y a 2 œuvres qui étaient tout d'un coup sorties des étagères, on les a dépoussiérées, et ça s'est vendu en ligne et dans les bibliothèques. 2 hits dans les librairies, d'une part 1984 de George Orwell et La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je vous ai parlé tout à l'heure du talon de fer. Avec ces 2 romans-là, on a d'autres exemples d'une science-fiction sociale. Ici, pas de vaisseaux spatiaux, pas d'extraterrestres, pas de machin, pas de trucs, non. C'est simplement une transposition de situation actuelle et on va changer, clac, un petit paramètre. Dans Margaret Atwood, eh bien, on tombe aux États-Unis dans une théocratie. Suite à l'effondrement économique et à la perte de fertilité des femmes, le pays devient une théocratie autoritaire et les femmes sont réduites à 3 fonctions, soit servantes, soit femmes d'officier, soit celles qui sont encore fertiles, pondeuses. On va appeler ça comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la série qui est sur Netflix ou je ne sais pas quoi. Pareil, il faut lire le roman, je vous en prie. Lisez le roman. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus puissant. Le roman, c'est le livre, le journal intime d'une de ses servantes, qui n'est là que parce qu'elle est encore fertile, et qui va réussir à décrire son quotidien. Et c'est beau, il ne se passe rien, c'est beau. C'est violent, et il ne se passe rien, et c'est beau. Et on se dit, punaise, je comprends que les Américains, et c'est pas fini, hein. Et ici, 1984, donc écrit en 1948 par George Orwell. Alors, normalement, vous devez connaître une autre œuvre de George Orwell. Allez. Yes, La ferme des animaux, pareil. Lisez-la. C'est un tout petit roman, très rapide, ça se lit en 2 ou 3 heures, et qui raconte ce qu'est la politique quand on ne la comprend pas, quand on ne la maîtrise pas, au travers d'une fable, d'une ferme qui va reproduire des archétypes de comportement. Dans 1984, on est après la Troisième Guerre mondiale nucléaire, il n'y aura plus que 5 grands blocs des grandes nations qui se foutent sur la gueule et l'individu est broyé et contrôlé. Pareil, à lire. Hein. Il y a un film qui date des années 80, qui date de 1984 d'ailleurs, mais pareil, il faut lire le roman. Je ne suis pas du tout anti-cinéma, attention, mais simplement je trouve que les adaptations cinématographiques parfois font perdre certaines valeurs au roman, mais il y a des adaptations qui sont très bien, qui sont très belles, et il y a des films qui n'existent que par eux-mêmes, qui sont aussi très bien et puis très beaux. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que la science-fiction? La science-fiction, voilà, c'est un genre qui convoque aussi bien le génie que la folie des créateurs. Le génie, peut-être de Mary Shelley, peut-être qu'elle avait aussi son grain de folie. Le génie d'un Verne, qui était un utopiste, et peut-être la folie d'un H.G. Wells, qui était plutôt dans la dystopie, l'inverse de l'utopie. Et puis, par exemple, le génie d'un Philippe K. Dick. Donc, je vous ai mis ici plusieurs couvertures, c'est de très mauvaise qualité, de ces nouvelles qui s'appellent « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » qui a été en 1966, qui a été adapté en 1982 par Ridley Scott, qui nous a donné Blade Runner, qui maintenant est une franchise avec de multiples suites.
66. On est 8 ans après Gagarine. On est 7 ans après la découverte de l'ADN. Et on est 6 ans avant le rapport Meadows. Est-ce que vous savez ce qu'est le rapport Meadows du Club de Rome? Alors, le rapport Meadows, pareil, ça fait partie, c'est un bagage qui peut être utile de connaître. C'est le premier document qui dit que le modèle industriel, économique, humain tel qu'il est en 1972 n'est pas durable sur le long terme. C'est-à-dire que les ressources de la planète ne peuvent pas soutenir une croissance telle que les scientifiques l'ont constaté dans leur rapport. 1966, le rapport n'existe pas. Dans le roman, Dick nous parle d'effondrement de l'environnement, nous parle d'effondrement de la biodiversité, nous parle de biologie de synthèse. Créer du vivant avec un code écrit artificiellement, donc tombe sous la propriété intellectuelle et industrielle, et donc le vivant ne s'appartient plus. Quand c'est une bactérie, ok. Voir un poisson pour nourrir l'humanité, ok. Mais dans Blade Runner, on est remonté, on a touché tout l'ensemble des formes de vie et on a atteint l'humain. Et les réplicants, ces êtres que poursuit Harrison Ford, Descartes, sont des êtres humains qui ne s'appartiennent pas. Ils ont toutes les capacités, toutes les caractéristiques d'un être humain, mais comme ils sont un produit industriel, ils ne s'appartiennent plus. Aujourd'hui, dans les laboratoires, on travaille sur ce genre de choses. Il y a des bactéries qui sont codées artificiellement. 1966, le gars, il l'a senti. Je pourrais comme ça, il y en a plein. Là, Philippe K. Dick était un homme extrêmement torturé. Il était vraiment, pour moi, l'archétype de ce sismographe qu'est l'artiste de science-fiction, l'auteur de science-fiction. Il a rassemblé tous les éléments, il a écrit des quantités d'œuvres. Et il y a ça, et puis si ça, mais si ça fait ça, clac, et je raconte mon histoire, et je raconte une éventualité. C'est là le coup de génie de l'auteur de science-fiction. Il nous a donné aussi, Dick, le maître du château, qui est une uchronie. On en reparlera. Pareil, adapté en série, mais pareil, allez lire le roman. Mais alors, est-ce qu'on peut utiliser la science-fiction au-delà d'une simple narration? Même une narration géniale, même une narration riche. Déjà, en 2025, on a la chance d'être 210 ans après la naissance de la science-fiction. Donc on commence à avoir un bagage, on commence à avoir un corpus d'œuvres, que ce soit des romans, des nouvelles, de la bande dessinée, du cinéma, des jeux vidéo, qui sont vraiment une matière première assez extraordinaire. Et on peut commencer à se lancer dans ce qu'on pourrait appeler une expérience de rétrofuturisme. C'est-à-dire voir ce que tout ce corpus d'œuvres on peut nous apporter ou on peut nous éclairer si on avait regardé correctement. Alors, pareil, ce que je vous mets là, c'est pas absolu, il y en a encore plein d'autres, mais Yann m'a empêché de vous garder trop longtemps. Ici, vous avez une liste, par exemple, d'événements que l'on connaît dans notre quotidien et qui ont été évoqués dans des œuvres de science-fiction. Donc on a le voyage de la Terre à la Lune, Verne, écrit en 1865 et mis en œuvre en 1969, 104 ans. On a 20 milieux sous les mers, 1870, mis en œuvre en 1950. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des sous-marins avant 1950. Mais le principe du Nautilus, du capitaine Nemo, c'est qu'il n'a pas besoin de remonter pour faire le plein d'énergie et d'air. Il peut rester des semaines sous l'eau. Et là, il a fallu attendre les sous-marins nucléaires, puisque jusqu'à ces machines, les sous-marins devaient ressortir toutes les 6 ou 8 heures, faire sortir leur schnorchel pour prendre de l'air, faire tourner les moteurs diesel, recharger les batteries avant de replonger. Or,
Verne sans l'idée géniale du moteur électrique nucléaire qui peut rester des mois, des semaines et des mois sans eau. Les cartes de crédit, les portes automatiques, cellules photovoltaïques, etc. Je vous passe ici, on a la surveillance de masse avec George Orwell et le scandale Echelon. Je ne sais pas si ça vous dit ce genre de choses. Donc, l'Europe a naïvement découvert, ah bon, que les États-Unis observaient toute leur communication. Ah bon, très très naïf. Non, on est géniaux, mais très naïfs. Le premier satellite géostationnaire imaginé par Clark. C'est lui qui a dit, si on prend le truc sur le papier, si on met un satellite à 36 000 km d'altitude de la Terre, il va y avoir une corrélation entre la rotation de la Terre et sa vitesse orbitale, donc on va rester au-dessus d'un même point, ce qui permet les communications. Et les traducteurs en temps réel, il faudrait mieux ici que je mette un 2025, parce qu'il aura fallu l'IA pour que ce soit vraiment très très fonctionnel, avec le guide voyageur galactique qui le pressent. En tout cas, ce qui est frappant, c'est de voir comment le temps entre l'évocation et la réalisation tend à se réduire. Une autre manière aussi de regarder ces œuvres, c'est les grandes questions qu'elles peuvent porter. Alors, pareil, c'est un peu de l'archéologie, pour les plus anciens. Donc, THX 1138, qui est le film de fin d'études de George Lucas, donc qui parle d'un état policier. Saint-Antoine, j'en ai parlé. Monde Ouest, qui a été adapté en une série que vous devez peut-être connaître, mais qu'il faut voir. Le premier film avec Yul Brynner. Donc sur les rapports entre humains et les machines, Soleil Vert, qui est passé sur Arte il n'y a pas très longtemps, ça vous pouvez voir, Brésil, etc., etc. Et un des derniers que je vous cite ici, c'est I Am Mother, je crois que c'était sur Netflix. Peut-on confier l'éducation humaine à une machine, qui est un sujet très contemporain. Alors, welcome into the future. On va essayer un petit peu maintenant de rentrer dans des exemples un petit peu concrets. Et comment est-ce qu'on peut se servir de l'ASF? Par exemple, l'ASF, quand on va au-delà de la simple narration, on peut nous parler du corps humain. Du corps humain qui est en train d'être malmené, d'être transformé. Et on a ici, par exemple, 4 canaux. Ici, on a Bienvenue à Gattaca, que je vous invite à voir. Donc là, il faut voir le film. Il n'y a pas de roman à lire avant. Qui raconte un monde où l'eugénisme est devenu la norme. Donc l'eugénisme, c'est le contrôle gouvernemental, volontaire de la génétique de l'espèce humaine. C'est très intéressant parce que, comme vous le dire, sans le spoiler le film, il y a un rapport dans le film avec des camps de concentration, où l'impur n'a plus le droit de vivre. Bien sûr, c'est le haut de la pyramide qui décide qui est pur ou qui est impur. Vraiment très 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 grand film. Ici, là, entre Ghost in the Shell et puis Repoman, c'est l'humain, c'est le corps qui se répare. Donc, on peut tout savoir. J'ai des lunettes. Mon frère vient de se faire poser une hanche. On peut avoir un pacemaker. Bon, c'est quoi? C'est quelques pourcents, on va dire, de la masse du corps. Mais bientôt, on pourra peut-être avoir des mains artificielles. Et puis, on va passer à 10, 20, 30, 40, 50% du corps humain que l'on peut remplacer par de l'artificiel. Et dans les deux cas, ici on est en plein mercantilisme, dans Repoman, donc on fait quoi quand je peux plus payer mes prothèses, on me les arrache. Et ici en haut avec Ghost in the Shell, quand il me reste que mon cerveau, est-ce que je suis encore moi-même? Est-ce qu'on peut réduire l'humain à 1,4 kg de matière grise? Ou est-ce que l'humain est autre chose? Ici, Morgan et puis Blade Runner, je vous en ai déjà parlé. Alors pourquoi je mets Morgan? C'est que Morgan, d'une part, a été réalisé par le fils de David Bowie,
Et en fait, il est presque le prequel de Blade Runner, puisque c'est l'évaluation psychologique du premier être artificiel humain, du premier humain de biologie de synthèse. Et donc il est considéré comme un produit, comme un objet, et l'objet c'est un être humain, donc il va dire non, je vous emmerde, je suis, j'ai pas à me justifier. Et ici on a le fantasme du changement de corps, très cher à nos amis les transhumanistes. Est-ce qu'on peut effectivement digitaliser un esprit pour le faire changer de corps, un corps biologique à un autre? Est-ce qu'on peut passer à la javel un être humain pour y réimplanter une nouvelle personnalité? Et ici, est-ce qu'on peut transférer du substrat biologique au substrat artificiel d'une personne humaine? Alors pourquoi je vous ai mis le Terminator là-haut? C'est que dans ces Dark Fate, alors qu'il n'est pas aimé, on s'en fout en fait, en prospective on s'en fout. Que le film il soit bon ou il soit pas bon, ce qui compte c'est les idées qu'il porte. On n'est pas là pour faire des analyses cinématographiques, on fait de la science-fictiologie, comme je vous ai dit. Eh bien dans ce film, il y a 4 types d'humains. Il y a l'humain naturel et brut, c'est Linda Carter qui joue la mère, la petite jeune dans le tout premier. Elle est anti-modernité, anti-tout, humain, biologique, brut, et je vous emmerde. Et puis, il y a la jeune femme, là, qui est un humain hybride, un cyborg, parce qu'elle porte peut-être 20, 30, 40, X% d'artificiel en elle. Entre autres, elle a une peau de combat sous sa peau qui la protège de plein de choses, etc. Donc, elle a ses os qui sont blindés en titane, j'en sais rien. Donc, elle est... Et puis ensuite, on a Schwarzenegger, qui est une machine qui arrive à la conscience, donc une machine qui a réussi à se libérer du déterminisme de sa programmation, et le méchant, comme dans tous les Terminators, qui est une machine qui reste enfermée dans sa programmation. Pourquoi est-ce que je cite ces œuvres? C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'interroger la nature même du corps. On est en train de passer du corps sacré, dans la définition que l'on avait, ou dans la perception qu'on avait du corps issu des religions du livre pour l'Occident, donc où le corps est le réceptacle de la vie est un don de Dieu, donc le corps est sacré, c'est un syllogisme. Au corps marché. Au corps marché. Le corps des femmes qu'on va louer pour enfanter l'enfant d'un autre, les dons d'organes, les dons de gamètes, pardon, etc. Non, les dons d'organes, enfin, le corps est en train de devenir sujet d'un mercantilisme, qui est aujourd'hui encore contenu par l'éthique en Europe et particulièrement en France. Les médecins, un des principes sur lesquels ils prêtent serment, c'est primum non nocere, en premier lieu ne pas nuire, à tel point que certaines opérations en France doivent être réversibles, entre autres pour les ligatures des trompes. Mais combien de temps est-ce que ça va tenir quand il va y avoir des billets verts derrière? Combien de temps? Et là, c'est maintenant qu'il faut se poser ce genre de questions. Autre sujet, autre film, ce qu'on est en train de vivre, nos relations avec les machines. Alors, quatre œuvres. Ici, Her, c'est peut-être le moment qu'on est en train de vivre. Her, c'est quoi? C'est Joaquin Phoenix qui va tomber amoureux de son ordinateur, de son logiciel, de son chat GPT, pour ne pas le nommer. Mais ce qui est super intéressant, c'est que, et c'est bien ce qu'on voit et c'est bien ce qu'on vit, c'est que l'évolution de ces machines va très vite, beaucoup plus vite que n'évolue la nature humaine. Et que, vous l'avez vu ou pas? Donc je peux le spoiler. Non? Ah voilà, je dis rien alors, je dis rien. Alors allez le voir, vachement bien, très très bien. Pareil, c'est l'ASF sociale. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de boom, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de rien. C'est de l'anticipation. Hein, je vous ai, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'anticipation stricto sensu, c'est exactement ça. Ici, Ex Machina. Encore un rapport avec une machine, là, qui cette fois a un corps. Ça, on va le vivre dans 5 ans, à peu près, à peine. Et donc, une machine qui arrive à la conscience
et qui, comme machine consciente, comme être conscient, elle va vouloir se protéger elle-même. Le problème, c'est que prouvez-moi, vous là tous, que vous êtes humain. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment humain? Est-ce que le postulat cogito ergo sum est absolu? Parce qu'en fait, ce que nous dit la machine là, c'est computo ergo sum. Et je t'emmerde. Quelle preuve? Et en fait, on n'a aucun moyen d'évaluer objectivement la conscience. Et donc là, il va falloir se poser ce genre de questions parce que, ici, c'est pour ça que j'ai fait deux piliers, parce qu'on va pouvoir avoir différents futurs qui se présentent à nous. Dans The Creator, c'est un monde tout à fait particulier dans lequel, en Asie, les gens vivent avec les machines en parfaite harmonie. Et en Occident, l'Occident étant sous bannière américaine, eh bien non, c'est l'individualité telle qu'on la conçoit maintenant qui est revendiquée et les machines n'ont pas le droit d'existence. Ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi est-ce que l'Asie n'a pas peur des machines? C'est que déjà, entre Occident et Asie, on n'a pas le même rapport au réel. Issu des traditions du livre, nous sommes dans la dualité. Je est différent de toi. Je est différent de vous tous. Et tout vient, c'est pas que ça, hein, mais on pourrait dire que tout vient du passage dans la Bible quand Moïse est face au buisson ardent et Dieu lui dit « Je suis celui qui est ». Donc, où Dieu revendique d'être autre chose qu'eux. Il n'y a aucune... Et il invite à Moïse à prendre sa position de aussi « je est différent d'eux ». Alors qu'en Asie, pas du tout. On est dans un bain, on va dire, où il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de dualité. Au Japon, il y a les karakuri. Donc, les karakuri sont des automates. Ça date d'une tradition qui remonte au XVIIe siècle, qui sont très très complexes. Il y a des petits automates qui servent le thé, enfin qui jouent de tel ou tel instrument de musique traditionnel. Ce qui fait que les automates font partie de la culture japonaise et surtout dans la tradition religieuse, il y a le kami, le principe spirituel. Il est autant dans le vivant que dans le non-vivant, dans l'animé que dans l'inerte. Donc le kami peut très bien être dans une machine, donc il n'y a pas la même dualité. D'ailleurs, un des héros artificiels les plus puissants, les plus évocateurs, c'est Astro le petit robot. C'est une machine, mais il est très gentil. Il est très gentil. Ils ont pas peur des robots. Et donc, c'est exactement cette dualité qui est racontée ici. Et ici, c'est super intéressant. Ben là, c'est le mercantilisme qui revient et qui dit ok, t'es peut-être artificiel, t'as beau dire computo ergo sum, ça reste un produit industriel. Et donc, il y a un bouton, et j'appuie, et c'est fini. Tout ça, c'est à voir. Donc, je vous invite. Et c'est très intéressant parce que, avec l'accélération de ChatGPT et les Gemini, etc., on est aux prémices de tout ça, là. Ça, vous pourrez le voir bientôt dans nos maisons. Il y a un grand test que les industriels essaient de faire passer aux robots, c'est le test de la machine à laver la vaisselle. Les robots ont encore un mal de chien à remplir et à vider la machine à laver la vaisselle, parce que ça demande une dextérité, ça nous paraît tout simple, mais c'est d'une complexité folle. Il faut savoir, quand l'ordinateur a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, qui s'appelait entre autres Univac, il était gros peut-être comme cet amphithéâtre, les roboticiens et les cybernéticiens ont dit on fait marcher une machine dans 10 minutes. Je suis en retard. On fait marcher une machine dans les 10 ans. Il aura fallu 50 ans, 5 fois plus de temps. Parce que ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que la marche, ce que je fais sans réfléchir, en fait c'est une chute permanente. Être en marche, c'est accepter le déséquilibre. Allez faire comprendre ça à un truc qui ne fonctionne qu'en binaire, 0-1. Il a fallu développer des algorithmes, etc., qui ont pu gérer ce genre de choses. Allez, j'avance parce que je vais me faire gronder. Un autre exemple des films qui pourraient nous raconter
l'histoire de l'expansion de l'humanité. Donc là, c'est presque une flèche, vous voyez, qui est presque linéaire. Ici, Proxima, avec Eva Green. C'est une femme qui essaie de trouver sa place en tant qu'astronaute pour une mission préparatoire qui doit aller à Mars. Ici, une Terre qui croit que tout peut être résolu avec une grosse machine, donc le technosolutionnisme. Ici, il y a un monde qui se cherche une solution énergétique en niant les droits de quelque chose. Je ne vais pas trop spoiler. Et puis là, on est autour de la Terre avec tout ça ici. Et puis on va un peu plus loin. Donc là, c'est les premiers ébats de l'humanité qui s'éloignent de la Terre. Ça ne se passe pas très bien. Et puis quand il arrive sur Mars, ça ne se passe pas non plus très bien. Mais là, c'est le génie humain qui est victorieux. Et c'est assez frappant. Dans ce film, il n'y a pas de robot. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est assez étonnant. Alors que normalement, il aurait dû être le secours Matt Damon, il est oublié sur le sol de Mars, il aurait dû y avoir des machines, non, rien. Pourquoi? Parce que c'est un film de promotion pour la colonisation hors Terre. Donc il faut mettre en avant le génie humain, sinon s'il est assisté, bah, c'est qu'un handicapé avec ses béquilles. Ici, on est déjà parti beaucoup plus loin. L'humanité a commencé à se répandre dans le système solaire. Ad Astra nous rappelle que vivre sur Mars, franchement, ça va pas être fun. C'est vrai que vivre sous terre dans des conditions pas très drôles. Ici, c'est le monde de l'industrie. Qu'est-ce que c'est que l'industrie hors terre? Aller chercher du minerai dans quelles conditions? Pour la petite histoire, le scénario de Outland avec Sean Connery, c'est le scénario de Le train sifflera 3 fois. C'est un vieux western. C'est pareil, c'est de l'archéologie, je suis désolé. Mais c'est exactement la même structure. Exactement la même structure. C'est génial. J'adore ce film. Et enfin, ici, deux avenirs. Là, l'humanité s'est répandue dans le système solaire. Elle le maîtrise, mais elle doit encore maîtriser plein de problèmes. C'est bien parce que ce sont là ici des histoires qui nous rappellent, contrairement à ce que certains, comme Elon Musk, essaient de nous faire croire qu'aller dans l'espace va résoudre tous les problèmes. Non. Qu'on mette l'humain sur Terre ou dans l'espace, il partira avec ses passions, avec ses névroses, et donc ça ne fera que continuer. Alors, oui, c'est bon. Et non, encore une fois, Georges est là, il me dit « What else ?» Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça, moi, quand je travaille? Alors, comme a dit Yann, là, je vous ai mis quelques clients, donc on va utiliser les scénarios. On va essayer d'inciter nos clients, ici donc le CNES, l'Agence spatiale française, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, les aéroports de Paris, TWA qui est une association internationale de tax-free, ici une entreprise de biotechnologie, là un collectif d'établissements de formation des ingénieurs agronomes, mais ici une coopérative agricole. On prend les bons paramètres et on leur dit, allez, ici il se passe ci, si on prend ça, regardez, il y a ça qui est à votre disposition, je prends ça, je prends telle brique de Lego, clac, et je fais ça, et qu'est-ce que ça veut dire pour votre activité? Je ne dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, on fait quoi? Et donc, on se sert des scénarios, de la narration d'anticipation, dans l'esprit des littératies du futur. Donc on va inciter le présent à se préparer à l'indétermination en fonction de certains paramètres en leur racontant des histoires. Faire de la science-fictiologie aussi, c'est... alors, juste, je reviens sur ça, on n'utilise pas que la science-fiction, hein. On a d'autres méthodes, mais voilà, c'est un des éléments qui nous permet un petit peu de sortir du flot. Je reviens un petit peu sur la science-fictiologie, donc vous verrez si vous allez sur le site sciencefictiologie.fr, vous pourrez voir cette arborescence. L'arborescence, franchement, c'est le truc le plus génial que ça sur Terre. Ça permet de montrer le complexe, de figurer le complexe, ça nous permet de faire une image
Pareil, je l'ai enlevé, mais il y a une image, le buisson du vivant. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, elle est géniale. C'est un buisson avec 3 branches. Il y a la branche des prokaryotes, les bactéries, etc. Il y a la branche des eucaryotes, nous, et toutes les formes de vie qui nous sont plus ou moins proches, et les archées. Et ces 3 branches se fondent en une seule source, qui est Lucas, Last Unit Common Ancestor, l'ancêtre commun unique à toutes les formes de vie sur Terre. Que ce soit les bactéries que vous avez dans le ventre, l'abeille, les champignons ou nous, on vient tous d'une seule et même forme de vie. Et le buisson du vivant nous le montre. Ici, vous avez une arborescence qui nous montre un petit peu cette science-fiction qui peut parfois nous paraître un peu complexe. En fait, elle est très simple. Ici, là, vous voyez, il y a une fleur avec 5 pétales. Donc, ici, vous avez l'histoire officielle. On peut voyager dans le temps. Donc là, c'est le premier roman qui a marqué, c'est un roman français. Un roman français, premier roman de voyage dans le temps. Il est journaliste. Vous avez peut-être dû lire, lui, un roman. On trouve un sarcophage avec un homme et une femme au fin fond de l'Arctique. Donc la nuit des temps. Et il a écrit le premier roman de science-fiction qui s'appelle Le Voyageur imprudent. Puisqu'il met en œuvre le paradoxe du grand-père. Si je voyage dans le temps et que je rencontre mon grand-père ou ma grand-mère, si je les empêche de se marier, est-ce que j'existe encore? Voilà. Après, vous avez ici, donc de l'autre côté, vous avez les uchronies. Donc les uchronies, c'est Barjavel. Oui, pardon, oui, c'est René Barjavel. Vous avez les uchronies, donc là, c'est un type de roman, c'est pas du voyage dans le temps, mais c'est je change le temps. Pour moi, un des meilleurs romans, donc, je vous ai parlé tout à l'heure du Maître au château, qui met en scène la victoire des Allemands et du Japon sur les Alliés. Vous avez un autre roman, une autre uchronie, c'est Pavan, qui raconte que le monde en 1984, dans un monde dans lequel la Grande Armada d'Espagne, au lieu d'être défaite par Nelson et à cause d'une tempête, arrive jusqu'en Angleterre, donc le catholicisme le plus rigoureux s'impose à l'ensemble de l'Europe. Donc en 1984, on a encore des grosses machines à vapeur et des télégraphes, etc., parce que l'électricité n'a pas pu se développer. Après, vous avez le space opéra, là-haut, là, en haut à gauche, avec des extraterrestres qui peuvent être gentils, qui peuvent être méchants, puis on fait même plus de différence. Vous avez des anticipations, donc la mise au centre, et puis vous avez toutes les dystopies, donc asservissement, guerre totalitaire, guerre et totalitarisme, risque d'extinction de l'humanité. Là, il y a presque 500 œuvres qui sont répertoriées. Allez voir. En tout cas, il y a une vraie question, c'est le rapport entre utopie et dystopie. Je vous ai montré beaucoup d'œuvres qui sont dystopiques. Et on peut dire, oh, c'est chiant, la science-fiction, elle voit toujours le pire. Eh bien, pas que. Il y a une branche dans mon arborescence, et cette petite branche ici, qu'on appelle le Solarclock. C'est un mouvement qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, qui rassemble des artistes, des romanciers, des photographes, des architectes, des danseurs, des journalistes, et qui se disent non, on peut raconter des choses, la science n'est pas sale, on peut mettre en œuvre des situations qui vont reconstruire une autre humanité. Alors, donc, on est ici. Là, je vous ai mis, il y en a deux, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup encore, donc si vous en avez, je suis preneur. Il y a Ecotopia, d'Ernst Callenbach, 1970. Est-ce que vous avez entendu parler du bouquin Le principe de responsabilité de Ancionas? Bon, c'est illisible. Alors, si vous n'avez pas envie de lire Ancionas, pourtant qui est essentiel à lire, lisez Ecotopia. Et là, vous allez vous apercevoir que
que les porte-paroles des gouvernements et des différents ministères de l'environnement, ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu Ecotopia, ils ont fait copier-coller, parce qu'en 1970, il avait déjà écrit tous les programmes qu'on peut imaginer. Extraordinaire, ça c'est vrai. Cible bleue de Jean-Pierre Gou, et plus haut, il y a bien sûr, il est hors de la carte, donc il y a Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. Et il y en a, on pourrait en mettre d'autres. Et là, je pense que c'est très intéressant. Peut-être qu'il y a chez les jeunes auteurs, chez les jeunes artistes, un regain de vitalité à dire, mais ok, très bien, on a une tradition, c'est pas gay, etc., mais on peut construire autre chose. Et pareil, là, dans Ecotopia, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de laser, non, c'est juste, on fait quoi avec un monde tel qu'il est en train d'être? Vraiment, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit exercice? Très très rapide. Alors, simplement, je vais préciser qu'à 20h précises, j'aurais fini avant. Nous aurons un flot de personnes très bien. Arrivées qui entourent, qui assiègent l'amphithéâtre. Pas de problème, vous allez voir, ça va être très rapide. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait de la prospective grâce à la science-fiction. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Alors c'est un agneau, il est dans une poche et dans un utérus artificiel. Alors je vais aller très vite là pour gagner du temps. En France, on est très en avant sur ces recherches. Pourquoi? Parce que ça permettrait de sauver des prématurés. Mais si je sauve un prématuré à 22 semaines, pourquoi pas à 20? Puis pourquoi pas à 15 et à 10? Et à un moment donné, on pourra proposer à des femmes des grossesses extracorporelles. La Chine apparemment se prépare avec des usines à bébés. Bon, ça, je demande encore à voir, mais en tout cas, c'est une recherche qui est objective. Ça ne nous regarde pas de juger pour quelles raisons, pour des raisons professionnelles, etc. On s'en fout, elles pourront le faire, certaines le feront, certaines ne le feront pas. Postulat 1, l'utérus artificiel. Postulat 2, est-ce que vous savez ce que sont que les cellules souches? Alors, je vais très vite. Les cellules souches sont des cellules qu'on appelle totipotentes. C'est-à-dire, sous la bonne stimulation, une cellule souche, on peut lui faire prendre n'importe quelle forme. Muscles, os, cerveau, donc neurones, etc. Et donc gamètes. Je peux faire des spermatozoïdes ou des ovules à partir des cellules souches d'une personne. Donc, ce qui fait que dans une famille qui est stérile, au lieu de faire usage de dons d'organes, je peux générer, si c'est le papa qui est stérile, je vais générer des spermatozoïdes à partir des cellules souches du papa qui va féconder l'ovule de la maman. Et si c'est l'inverse, pareil, je fais des ovules, nanana. C'est pas que ça, mais on y arrive. Et donc, qu'est-ce que je fais? Grâce à cela, je rétablis la continuité génétique au sein de la famille. Il n'y a plus de rupture de la chaîne génétique. Mais si je fais ça dans un couple hétérosexuel, pas de problème, je peux très bien le faire dans un couple homosexuel. Donc, dans un couple lesbien, eh bien, je vais, à partir des cellules souches d'une des deux mères, je vais faire des spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule de l'autre mère, et donc je vais avoir un enfant au sein d'un couple homoparental qui partage le patrimoine génétique de ces deux mères, et pareil pour les garçons. Et donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. C'est vrai. D'accord? Ça demande encore un peu de recherche, mais on y va, il n'y a pas de problème. Eh bien, on est en train de redéfinir la société dans laquelle on vit. Parce que si on fait ça, on va s'apercevoir déjà que le mariage pour tous, c'était de la roupie de Sansonnet par rapport aux enjeux qui vont se présenter à nous. Est-ce que nous sommes prêts à appréhender ce genre de situation? Je ne dis pas que je souhaite, je ne dis pas que je ne souhaite pas, je dis juste je prends A, je prends B, j'arrive à C. Point barre. Autre exemple. Les changements le changement climatique, c'est plus de question, c'est un fait. C'est tellement un fait que ce pauvre ours blanc, famélique, est sûrement mort de faim. Pourquoi? Parce que sans banquise, avec le réchauffement climatique, il ne peut pas se nourrir. Puisqu'il lui faut la banquise pour courir après les phoques pour se nourrir. Il est très bon nageur, mais il ne chasse jamais dans l'eau, il chasse toujours sur la banquise. Mais avec la fonte de la banquise, qu'est-ce qui se passe? On voit l'ouverture de routes maritimes par le nord. Il y a deux routes qui s'ouvrent. L'une, la route qu'on appelle nord-est, le long des côtes nord de la Russie, et une autre, la route nord-ouest, le long des côtes nord du Canada. Faisant cela, si ces routes s'ouvrent, on gagne
30% de trajet par rapport à l'itinéraire, soit par le canal de Suez, soit par le canal de Panama. Pour vous dire que c'est vrai, la Russie construit une armada de super brise-glace nucléaire pour le temps que ça finisse de fondre, de maintenir les routes maritimes ouvertes, et les États-Unis essaient de convaincre l'OMC de rendre international les eaux territoriales canadiennes, parce que bien sûr les États-Unis ne veulent pas payer, n'iront jamais par les routes russes, et deux, ne veulent pas payer de taxes au Canada. Mais si, admettons, allez, on est en 2070, 2050. Donc effectivement, j'ai maintenant mon trafic qui passe par le pôle Nord. Il se passe quoi ici? Ici, j'ai moins de revenus pour l'Égypte. Parce que moins de fret, moins de taxes. Il faut savoir que le canal de Suez peut être dragué en permanence. Parce que sinon, le tirant d'eau remonte et à ce moment-là, les super tankers ne passent pas. Donc si les super tankers ne passent pas, il y aura encore moins de trafic. Et c'est un cercle vicieux. Est-ce que vous savez quelle est la proportion des taxes, des revenus qu'apporte le canal de Suez à l'Égypte dans son budget national? Entre 25 et 30%. Imaginez qu'on dise à la France, bon allez les gars, dans 30-40 ans, on coupe de 30% le budget de l'État. C'est exactement ce qui est en train de se préparer là. J'ai fait cette prospective, ce que je vous raconte, je vais la raconter au Maroc. Alors qu'ils disent, punaise, attendez, mais on fait quoi là? C'est tout le bassin méditerranéen, et c'est la clé du Moyen-Orient qui est en train de sauter. Donc, avec juste un constat purement climatique, j'ai fait de la géopolitique. Je me suis servi des phénomènes de science-fiction que je vous ai évoqués, concept fort, mise en forme forte et narration forte. Allez, un dernier, et j'aurais fini. Je suis large. Les relations avec l'IA. On en a parlé, on va en faire quoi? Imaginons qu'on est dans 20 ans. Et un de mes petits-enfants vient me voir avec son copain machine. Il me dit, tiens, papa, je te présente Georges. Je dis, ouais, non, c'est quoi? Non, c'est une machine. Bah non, ça fait 20 ans qu'il me suit. Il m'a appris à lire, à marcher, parce que mes parents étaient occupés à autre chose. Je lui ai tout raconté, mes états d'âme, etc. C'est une personne. Je dis, ah, non, c'est un algorithme. Et il me dira, t'es un vieux con, grand-père. Et il aura raison. Là, vous vous dites, parents, ça y est, on l'a perdu. Je vous invite à faire un test. Il faut retrouver sur YouTube. Il y a une vidéo d'un chercheur de Boston Robotics sur un parking qui donne des grands coups de pied dans un des chiens. Là. Vous mettez avec 5-10 copains. Ben, vous allez voir, les gens ont une réaction d'empathie à l'égard de la machine. Parce qu'elle bouge comme un agneau, comme une petite chèvre ou un chat, ce que vous voulez. C'est-à-dire que les mouvements sont organiques. On est en empathie. Donc, il n'y a pas de problème. On considérera, et ça, on le voit déjà avec simplement des conversations à la ChatGPT, l'empathie homme-machine, elle sera là. Mais si on admet que ce sont des êtres, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les IA auront le droit à la protection de la loi? Et aujourd'hui, je peux vous dire, à l'ONU, il y a des débats qui sont menés pour préparer ça. Mais c'est une chose que l'ONU y pense. C'est à nous de le faire maintenant. Et je pourrais vous sortir plein de films de SF qui racontent ce genre de ténèbres. Voilà. Pour finir, vous aurez compris que la science-fiction et la prospective, c'est l'histoire des futurs. Et c'est vraiment, à mon sens, le troisième temps de l'histoire de l'humanité. Il y a l'histoire au sens strict, qui observe le passé, hein, avec les historiens et tout ça. Il y a les temps présents qui sont observés par les sciences sociales, le journalisme, et les futurs sont observés par les artistes de science-fiction. Sur ce, j'ai fini et j'espère vous avoir convaincu qu'il fallait lire de la science-fiction. Merci, sincèrement merci Olivier pour cette intervention qui nous donne beaucoup de clés, évidemment, nous apporte des éléments de compréhension et vous invite également, vous avez vu le site internet,
ce schéma holistique auquel j'ai été très sensible. Heuristique plutôt, non? Qui est heuristique également, évidemment.